Un homme est retrouvé mort calciné dans une voiture. Avant lui, d'autres hommes ont chuté. Coma, incendie, disparition. Tous ont croisé la même femme, Manuela González. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une affaire criminelle, mais le récit d'une trajectoire psychique marquée par le silence et un secret familial brûlant. Bienvenue dans Clinique du crime, saison 2, Les corps blessés, Manuela González. Il est un peu plus de minuit à Villarbonneau, un village posé entre les champs sombres et les lumières lointaines de Grenoble. Une nuit d'automne sans histoire, une nuit qui n'aurait rien dû laisser derrière elle. Et puis, une détonation, brève, sèche, de celle qui réveille un quartier entier sans qu'on sache pourquoi. À 150 mètres, au milieu d'un champ bordé par la voie ferrée, une voiture brûle comme un signal lancé dans la nuit. Quand les pompiers arrivent, les flammes sont si hautes qu'elles éclairent les façades alentour. Ce qui reste, c'est un squelette de métal noirci, figé dans une position presque théâtrale. À l'intérieur, un corps calciné, recroquevillé sur la banquette arrière. Dans le coffre, le chien de la famille, brûlé vif. L'homme, on l'apprend rapidement, c'est Daniel Cano, 58 ans. Un chaudronnier paisible proche de la retraite, un homme sans histoire, qui parlait déjà pêche au saumon pour l'été prochain. Rien en lui n'annonçait cette fin. Quand les gendarmes entendent son épouse, Manuela González, elle parle calmement. Pas de larmes, pas de panique. Une version simple. Daniel se serait suicidé. Il vivait mal le décès récent de sa mère. Il était fragile. Mais Nicolas, le fils de Daniel, balaye tout d'une phrase. Mon père n'a jamais eu de tendance suicidaire. Jamais. Un détail ensuite trouble les enquêteurs. À peine veuve, Manuela lance des travaux dans la maison. Pas de sidération, pas ce flottement qu'on voit chez ceux qui viennent de perdre brusquement. Non, elle gère, elle avance, comme si rien ne la traversait. Puis l'autopsie tombe. Daniel avait dans le sang une forte dose de Temesta, un anxiolytique prescrit à Manuela depuis longtemps. Pourquoi aurait-il pris ces médicaments à elle, et en si grande quantité ? Pourquoi était-il sur la banquette arrière ? Pourquoi la voiture a-t-elle explosé ? Beaucoup trop de pourquoi, et un premier motif apparaît. Ce feu n'est pas un accident. Il raconte quelque chose. Revenons en arrière. Un mois auparavant, le 28 septembre 2008. Il est 4 heures du matin. Daniel dort profondément lorsque sa chambre prend feu. Les voisins réveillés par l'odeur appellent les pompiers. Manuela, elle, est en bas à préparer le repas du lendemain. Elle dit n'avoir rien entendu, rien senti. Elle évoque une bougie allumée en mémoire de la mère de Daniel, une tradition familiale, dit-elle. Sauf que Daniel n'a jamais vu cette bougie, jamais entendu parler de cette tradition. Et pourtant, l'affaire est classée, comme tant d'autres avec elle. Dans le village, Manuela est une silhouette douce, une nounou chaleureuse, cheveux noirs impeccables, toujours prête à aider, toujours aimable. On parle météo avec elle, jamais de zone d'ombre. Une femme tranquille, sans aspérité, sans histoire. Et pourtant, dans l'incendie du 31 octobre, quelque chose se déchire, quelque chose de trop net, trop orchestré, trop mis en scène. Ce n'est pas une voiture qui brûle, c'est une façade sociale, familiale, intime. Et derrière, une mécanique va se révéler. Les hommes qui tombent, l'argent qui manque, le clan qui verrouille, le feu qui revient. Et tout commence là. Avant Daniel, avant la voiture en flammes, avant les somnifères et la scène nocturne, il y a eu d'autres histoires, d'autres hommes, d'autres chutes. Comme si la trajectoire de Manuela était déjà écrite quelque part, dans une zone où personne ne regardait vraiment. En 1983, Manuela a 22 ans.
Elle épouse Gilbert Martoya, le père de sa fille. Un couple jeune, fragile, encore en construction. Un jour, Gilbert est retrouvé inconscient. Il a avalé des médicaments, du Temesta, déjà. 3 mois de coma, suspendu entre la vie et la mort, l'enquête conclut à une tentative de suicide. L'affaire est classée. Quelques mois plus tard, elle rencontre Michel, bijoutier plus âgé, protecteur, solide. Un après-midi, ils prennent le thé dans l'arrière-boutique. Michel s'effondre, coma, encore. À l'hôpital, son fils fait analyser les sachets de thé, des traces de benzodiazépine. Pendant cet état d'inconscience, Manuela lui dérobe un chèque. L'homme survivra, mais il parlera plus tard d'une mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie. Cette affaire, contrairement aux autres, ne s'arrête pas dans le silence. Manuela est condamnée pour vol avec violence, un fait établi, un jugement, une trace judiciaire, et déjà un schéma se dessine: neutraliser l'autre, agir pendant qu'il est hors d'état, profiter de l'effondrement. Ce n'est pas encore le feu, mais c'est déjà la même logique. Puis il y a François Collado, gérant du bar du centre, un homme apprécié. En 1986, on le retrouve mort dans sa voiture, asphyxié par les gaz d'échappement. Suicide, dit-on. Affaire classée, encore. Les hommes autour d'elle semblent tomber les uns après les autres, et personne n'assemble encore les pièces. En 1991, c'est au tour de Thierry le Chevalier. Thierry est un moniteur d'auto-école, un homme simple, confiant. Un soir, chez Manuela, un incendie se déclare. Thierry meurt dans la nuit. Manuela dit qu'elle était sortie rattraper du travail. Les enquêteurs doutent, hésitent, puis un témoignage la sauve. Un homme affirme: elle était avec moi ce soir-là. Cet homme, qui lui offre un alibi solide, qui la protège, qui la sort du soupçon, c'est Daniel Cano. Le feu venait d'entrer dans son histoire, Daniel aussi. 3 morts, 2 comas, toujours autour d'une même femme. Rien n'a jamais été retenu contre elle. Rien n'a été prouvé, rien n'a collé. Mais mis bout à bout, ces événements dessinent un motif. Les hommes chutent, s'endorment, s'effondrent, brûlent. Et Manuela, elle, continue d'avancer, douce, impeccable, souriante, comme si ses stratégies glissaient sur elle sans jamais la fissurer. Les voisins ne savent rien, mais ils sentent. Il y a chez Manuela quelque chose de lumineux et quelque chose d'opaque. Une femme qui accumule les pertes sans vaciller. Une femme dont les compagnons meurent trop souvent et trop brutalement pour que ce soit du hasard. Alors, quand Daniel meurt à son tour, une question revient insistante: et si ce n'était pas la première fois? Dans le coma de Gilbert, dans le thé imprégné de Michel, dans l'asphyxie de François, dans l'incendie de Thierry et dans le brasé de Daniel, un fil rouge apparaît. Pas seulement le danger, pas seulement la mort, le feu ou son équivalent, un langage encore incompris, et pour le comprendre, il faut maintenant regarder ce qui brûle avant les flammes: l'argent, la dette, la chute, la panique intérieure. Pour comprendre Manuela, pour comprendre les morts, il faut entrer dans un autre territoire, celui de l'argent. Pas l'argent du luxe, pas l'argent de la cupidité, l'argent comme anxiolytique, l'argent comme stratégie de survie, l'argent comme illusion de contrôle. Au casino d'Allevar, ceux qui croisent Manuela la découvrent transformée. La nounou douce du village, disparue. La voisine souriante, évanouie. Au casino, Manuela respire. Elle vit, elle s'anime. Roulette, blackjack, machine à sous. Elle y laisse des billets, puis des centaines, puis des milliers. Pas seulement pour gagner, mais pour oublier. Oublier quoi? Elle ne le dira jamais. Mais la clinique, elle comprend. Le jeu devient un régulateur émotionnel, un calmant,
un refuge. Très vite, les prêts s'enchaînent. Prêts à la consommation, crédits renouvelables, découverts, des montants qui s'empilent comme des couches de panique. Manuela emprunte, comme d'autres respirent. Au total, près de 100 000 € de dettes. Et ce n'est que le début. En 2008, Manuela est condamnée pour un trafic de permis frauduleux organisé dans son auto-école. Faux dossier, faux documents, fausse réussite. Comme si elle manipulait les papiers avec la même douceur que les gens. Résultat, 50 000 € d'amende. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que pour la première fois, le système craque, la façade glisse, une faille apparaît. Et quand elle tombe vite, très vite. Lorsque les banques commencent à s'impatienter, Manuela prend une décision radicale. Elle hypothèque la maison de Daniel. 165 000 €. La maison qu'il a construite lui-même, le lieu de toute sa vie. Pour Daniel, c'est un coup de massue. Pour Manuela, c'est un moyen de retarder la chute. Encore un peu, toujours un peu. Manuela sait aussi ceci. En cas de décès de Daniel, elle toucherait 110 000 € d'assurance employeur, plus de 200 000 € d'assurance vie cumulée et l'effacement du crédit hypothécaire, 165 000 €. En un instant, toutes ces dettes disparaîtraient. L'avenir redeviendrait respirable. Du moins en apparence, parce que pour Manuela, les dettes ne sont pas que financières. Elles sont psychiques, profondes, anciennes. Aucun billet ne pourra jamais combler cette faille-là. Les dettes de Manuela ne sont pas un accident financier, elles sont un symptôme. Manuela ne s'endette pas par imprudence, elle s'endette pour tenir. Chaque crédit, chaque prêt, chaque magouille vient calmer une angoisse qui déborde. La dette agit alors comme un anxiolytique, elle donne l'illusion de reprendre le contrôle, de repousser l'effondrement. Mais ce soulagement est bref. Alors la dette appelle la dette. Chez certains sujets traumatisés, l'urgence financière remplace le vide intérieur. Le danger extérieur structure ce qui, sinon, serait le chaos. L'argent, les dettes pour Manuela sont une stratégie de survie. Mais pas l'argent du confort, pas l'argent du désir. L'argent comme signe clinique qu'un affect ne circule pas, qu'une angoisse ne trouve pas d'issue. Elle joue, elle emprunte, elle falsifie, elle combine, elle déplace l'argent comme on déplace une douleur qu'on ne peut pas regarder en face. Au casino, elle y laisse des billets, puis des centaines, puis des milliers, pas pour gagner, mais pour ne plus sentir. Oubliez quoi? La montée brutale de l'angoisse, le vide interne, la sensation de se dissoudre de l'intérieur. Ici, l'argent cesse d'être un objet extérieur. Il devient rythme, tension, occupation du corps. Chaque mise coupe la pensée, chaque perte envahit le corps, chaque espoir suspend l'effondrement. Le jeu agit comme un régulateur émotionnel, un anxiolytique immédiat, un pansement sur une faille ancienne qu'elle ne peut ni nommer, ni symboliser. Daniel commence à douter, à remarquer les incohérences, à poser des questions qu'il n'avait jamais posées avant. L'argent, les dettes, les arrangements, les zones floues. Et pour Manuela, chaque question est une menace, chaque doute fait vaciller l'équilibre. Et Daniel, l'homme qui l'a protégé, l'homme qui commence à voir, à douter, à poser des questions, devient comme les autres, un problème. Et dans la trajectoire de Manuela, chaque fois qu'un homme commence à comprendre, l'histoire se répète. Pour comprendre Manuela, il ne suffit pas de regarder les morts, les dettes ou le feu. Il faut regarder ce qui l'a formé, ce qui l'a tenu, ce qui l'a empêché de s'effondrer, et parfois ce qui l'y a poussé. Il faut entrer dans sa famille, pas une famille ordinaire, un clan. Manuela est l'une des 9 enfants d'une famille d'origine espagnole. Un père ancien mineur, figure charismatique et autoritaire, une mère discrète, effacée, des frères et sœurs soudés autour d'un noyau central,
l'honneur familial. Ici, on ne parle pas, on ne questionne pas, on ne raconte pas l'enfance. On protège le nom, on protège l'image, au prix de la vérité, parfois au prix d'un enfant. Manuela quitte la maison tôt, trop tôt, pour vivre sa vie, dit la famille. Mais dès qu'un enquêteur, un psy, un journaliste pose une question sur son enfance, la même scène se répète. Un mur, compact, imperméable, aucun souvenir, aucun détail. Une chape de plomb si totale qu'elle devient un indice en soi. Quand l'expert psychiatre demande à rencontrer la famille, on lui répond que ce sera collectif, chez les parents, impossible individuellement. C'est à prendre ou à laisser. L'expert arrive, l'air est dense, les frères et sœurs sont alignés, aucun conjoint n'est présent. Le père distribue la parole, coupe, interrompt, dirige. Tout le monde décrit Manuela comme une femme parfaite, une femme en or, une victime d'injustice. Tout le monde protège, tout le monde contrôle. Personne ne dit rien sur son enfance. L'expert note : j'ai compris que quelque chose dans cette famille ne devait pas sortir. Et c'est le frère aîné qui finit la scène. C'est terminé. Rideau. Dans certaines familles, le secret n'est pas une anomalie, c'est un mode d'organisation. On protège le groupe en sacrifiant parfois la parole d'un individu. La honte est insupportable, la vérité est dangereuse, le silence devient structurel. Dans ce type de clan, un enfant apprend très tôt que certains mots peuvent détruire une maison entière. C'est ici que tout s'éclaire. Face au secret, à la peur, à l'omerta, un mécanisme psychique peut émerger, le clivage. 2 mois se construisent, un mois vitrine, celui qui sourit, qui charme, qui rassure, qui joue la femme parfaite, qui garde les enfants, qui sauve l'honneur familial. Et un mois enfoui, celui qui porte la peur, la honte, la faille, le vide, la panique, la dépendance et un besoin vital de garder le contrôle. Ce n'est pas un mensonge, c'est une survie psychique. Au procès, Manuela lâche une phrase. Elle aurait subi des abus par son grand-père. Tout change. Ça explique son départ précoce, le silence du clan, le père qui contrôle la parole, l'absence totale de souvenirs, le clivage massif et la maîtrise comme armure. Dans certaines familles, l'inceste n'est pas un acte, c'est un effacement, un déni transmis de génération en génération. Ce qui ne peut pas être dit se vit ailleurs, plus tard, autrement. Le clan ne manipule pas, il fabrique, en niant, en contrôlant, en étouffant, en glorifiant, il renforce le moi vitrine et écrase le moi enfoui. Dans ces systèmes, le passage à l'acte n'est pas une révolte, c'est un effondrement en miroir du secret familial. Rien de tout cela n'excuse les crimes, mais tout cela organise leur logique. Manuela ne vit pas dans un mensonge, elle vit dans 2 réalités qui ne se rencontrent jamais. Et quand ces 2 mondes se percutent, la psyché cherche un exutoire. Parfois, cet exutoire prend feu. Il y a une question qui dérange les enquêteurs, les avocats, les psys et même les journalistes. Pourquoi le feu? Pourquoi revenir à cette arme rare, risquée, bruyante? Pourquoi ce choix coûteux, spectaculaire, incontrôlable? Parce que le feu chez Manuela n'est pas seulement un moyen, c'est un langage, une scène, un code archaïque. Le feu détruit, il efface. Le feu ébrouille les traces et il transforme le réel. Mais dans certaines psychés blessées, le feu devient aussi une tentative de purification, une manière d'annuler la scène, une façon de ne pas voir et un outil pour reprendre le contrôle. Quand la parole est impossible, l'acte parle et le feu parle fort. Dans chaque passage à l'acte, la scène se répète avec une précision troublante. Un homme endormi ou affaibli, un espace clos, un corps immobilisé, une scène préparée, un feu qui termine le travail.
Ce n'est pas seulement criminel, c'est une scène inversée. Dans l'enfance, Manuela aurait été la petite fille mobile, prise au piège, sans recours, sans pouvoir. Adulte, elle inverse les places. Elle devient celle qui contrôle, décide, allume, clôt la scène. Le feu est un renversement archaïque, un moyen de réécrire symboliquement l'impuissance initiale. Pas pour punir le grand-père, pas pour rejouer l'inceste, pour anéantir l'impuissance, symbole après symbole. Le traumatisme laisse une certitude en elle, ne plus jamais être dominée. Alors le feu devient pouvoir et vie de mort, pouvoir d'effacer une scène, pouvoir d'annuler la réalité et pouvoir de reprendre la main. C'est un pouvoir toxique, dangereux, criminel, mais c'est le seul qui lui donne, l'espace d'un instant, la sensation d'exister autrement que dans la peur. Le feu hypnotise, il capte, il simplifie, il réduit la scène à de la cendre. Et cliniquement, dans certaines dissociations, détruire l'objet équivaut à détruire le conflit interne. Le feu calme, le feu tranche, et il évite l'effondrement. Pour un psychisme débordé, c'est une délivrance. Criminelle, oui, mais une délivrance. Dans les familles qui vivent sous l'omerta, un secret brûle toujours en silence. Chez les Gonzalez, le secret était massif, incassable, étouffant. Alors le feu devient un mot, un cri, une phrase, une manière de rendre visible ce qui n'a jamais eu le droit d'exister. Chaque incendie raconte la même chose. Quelque chose brûle avant les flammes. Manuela ne se dit pas je vais brûler cet homme. Elle se dit il faut que je m'en sorte, il faut que je garde le contrôle, il faut que rien ne déborde. Le feu devient l'outil d'un conflit interne trop ancien, trop violent, trop brûlant. Un feu extérieur qui répond à un feu intérieur qu'elle porte depuis l'enfance. Le procès de Daniel Cano s'ouvre dans l'année 2012 devant la cour d'assises, 4 ans après l'incendie, dans un champ près de Villars-Bonneau. Les procès d'assises n'ont rien d'un film, pas de musique dramatique, pas de projecteur, juste une salle silencieuse où chacun retient son souffle. Manuela entre, impeccable, calme, maîtrisée. Une maîtrise qui trouble autant qu'elle dérange. Les jurés observent, les avocats s'installent, les experts attendent. Et très vite, un paradoxe s'impose. On juge une femme dont on ne sait presque rien. Ni son enfance, ni son histoire affective, ni ce qui l'a construite, ni ce qui l'a fissurée. Rien. Pendant le procès, Manuela oscille entre deux postures. La veuve injustement accusée et la femme forte, digne, droite, capable de soutenir tous les regards. Elle pleure parfois, mais ses larmes semblent plaquées, ses silences aussi, ses sourires aussi. Cliniquement, les experts parlent du clivage. Et les psychiatres sont clairs, ils décrivent chez Manuela une organisation de personnalité borderline. Pas au sens caricatural, mais au sens clinique. C'est-à-dire une identité instable, une peur massive de l'effondrement ou de l'abandon, une difficulté à ressentir la culpabilité, une gestion de l'angoisse par le contrôle et l'acte, et surtout, le clivage. Et c'est là que la question de la dangerosité est posée. Oui, disent-ils, Manuela est dangereuse. Non par folie délirante, mais par maîtrise froide, par capacité à planifier, à agir sans affect, à répéter. La phrase tombe nette, irrévocable. Madame Gonzalez n'a pas tué par folie, elle a tué par maîtrise. Puis, un moment, un seul, comme un accroc dans la façade, Manuela évoque un abus subi dans l'enfance, par son grand-père. La salle se fige, les avocats échangent un regard, le clan familial présent à l'audience se raidit immédiatement. La réaction est immédiate, trop tard, trop opportun. Pourquoi maintenant? Certains parlent de calcul, de manipulation, mais les cliniciens, eux, entendent autre chose. Ils entendent un mot enfin lâché, un secret qui affleure, une omerta qui craque,
un système familial qui vacille. Même dit tard, même sans émotion, même au tribunal, pour la psyché de Manuela, c'est un événement. Là où certaines familles s'effondreraient, celui-ci se durcit. Pas un mot, pas une nuance, pas un frémissement. Parce que dans ce clan, le secret n'est pas un souvenir, c'est une structure. Le révéler, c'est faire tomber la maison. Alors le clan préfère porter Manuela plutôt que d'ouvrir une faille. Le secret familial n'explique pas les crimes. Il ne les excuse pas, mais il les rend lisibles. Il éclaire sur le désert de l'enfance, la forteresse psychique, le clivage massif, la maîtrise vitale, la répétition, et pour Manuela, le feu qui revient. Derrière les morts, il y avait un secret fondateur, un secret qui un jour a cherché une sortie. Le verdict tombe, 30 ans, peine maximale, confirmée en appel, confirmée en cassation. Manuela ne s'effondre pas, elle reste droite, impassible, presque absente, comme si la peine touchait un autre moi. Celui qui agit n'est jamais celui qui ressent. C'est la logique du clivage, et c'est peut-être la dimension la plus tragique de cette histoire. Le procès n'a pas seulement jugé une femme, il a mis à nu un clan, un silence, un système, un secret. Un secret qui, dès l'enfance, avait déposé une braise dans sa psyché, une braise que personne n'a voulu entendre, ni nommer, ni apaiser, une braise qui un jour a trouvé de l'air, et tout s'est embrasé. Les abus ne fabriquent pas des criminels, ils ne condamnent personne à la violence, mais ils peuvent briser une vie de l'intérieur, surtout lorsqu'ils arrivent trop tôt, surtout lorsqu'ils sont niés, enfouis, recouverts de silence. Alors quelque chose se fend, la parole se retire, le corps encaisse, la maîtrise devient une manière de tenir debout, pas un choix. Le silence n'apaise pas, il se tend, il s'accumule, il pèse. Et parfois, dans certaines trajectoires, la violence n'est pas une explosion de haine, mais une tentative de contenir un chaos ancien, installé bien avant les actes. Cela n'explique pas les crimes, cela ne les excuse pas, mais cela nous oblige à regarder en face ce que les abus non reconnus peuvent faire à une vie. Dans cette histoire, il y a des analyses, des mécanismes, des hypothèses, mais il y a surtout des victimes, des vies arrachées, des familles marquées à jamais. Comprendre n'efface rien. La clinique est claire, mais la justice rappelle que chaque vie compte. Ce récit leur est dû. L'histoire de Manuela González n'est pas un cas isolé. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans l'histoire de Bettina Beau, une autre femme, une autre trajectoire, une autre forme de dévastation. Et là encore, des abus, un silence, un clivage et une violence qui surgit là où la parole a été impossible. Parce que Clinique du crime ne cherche ni des monstres ni des excuses, elle cherche à comprendre comment certaines vies, lorsqu'elles sont dévastées trop tôt, peuvent basculer. Si cet épisode vous a touché, si cette manière de raconter le crime autrement vous parle, vous pouvez vous abonner à Clinique du crime. S'abonner, c'est soutenir un travail qui cherche à comprendre, à analyser, à redonner une place à la clinique, aux victimes et au silence qui traverse ces histoires. Les prochains épisodes continueront d'explorer ces trajectoires complexes où le crime n'est jamais isolé de ce qui l'a précédé. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. C'était Clinique du crime, écriture et narration, Nora Lune. À très bientôt.